Bonjour Sébastien, bienvenue sur notre chaîne YouTube Supraconscient. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Sébastien Duventru, je suis clairvoyant. Alors, qu'est-ce que la clairvoyance? C'est la capacité à voir clair dans les situations que la vie nous donne. Et aussi, c'est voir au-delà des apparences. À quel âge votre clairvoyance s'est-elle déclenchée? Alors, en 2011, j'avais 27-29 ans, je ne me souviens plus exactement. Suite à un soin énergétique et à un long travail sur moi-même, j'ai eu des capacités de clairvoyance qui sont apparues. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais carrément même peur. Alors que je demandais à avoir plus de perception, j'ai eu peur. Et j'ai appelé ma psy que je voyais depuis plus de 10 ans à l'époque, qui est psychothérapeute. Et elle était déjà un peu dans l'énergétique et elle avait déjà développé un certain don de clairvoyance. Donc je lui ai demandé en fait ce qui m'arrivait et elle m'a très vite rassuré en me disant t'inquiète pas, tout ce qui t'arrive, c'est tout le travail que tu as fait sur toi. Et à ce moment-là, en fait, elle qui était comme un genre de mentor pour moi, j'y ai cru tout de suite et ça m'a apaisé. Et depuis, je n'ai plus eu peur de mes perceptions. Donc, ça a commencé par du ressenti, un fort ressenti de plein de choses, de plein d'énergie. Et ensuite, ça a commencé par l'audition, et ensuite la vue, l'odorat, et aussi le toucher aussi. Qu'est-ce qu'une structure énergétique? Notre corps est une construction, déjà. Physique, aussi spirituelle. Donc dans le ventre de la mère, voilà, il y a la conception, la construction des membres, du cerveau, tout ça, du corps. Et en même temps de la psyché de la personne, de l'être humain. En gros, ce que j'appelle structure énergétique, c'est à la fois le corps, mais aussi les corps énergétiques, et aussi sa psyché en fait, ce qu'elle envoie. La psyché, c'est comme une forme énergétique ou un espace dans lequel est contenu les constructions mentales, spirituelles de la personne. Donc ça peut être les pensées, les croyances, les souvenirs aussi. Et tout ça, c'est pour moi la structure énergétique. Et aussi, des fois, j'emploie les termes de structure consciente et surtout de structure inconsciente. Et souvent, c'est la structure inconsciente, donc comment on s'est construit inconsciemment, qui crée notre vie. Donc pour moi, en gros, la structure énergétique, c'est tout ce qui est voilà, structure inconsciente et aussi structure consciente. Et tout ce qui est notre corps et de l'ordre de l'énergie, la psyché, tout ça. Comment on s'est construit donc, mentalement et spirituellement. Est-ce qu'il y a une personne de votre entourage proche auprès de laquelle vous ressentiez des énergies que vous ne ressentiez pas auparavant? Oui, au départ, c'était très incompréhensible puisque je percevais tout qui venait dans tous les sens. Et c'était à la fois extérieur et intérieur. Donc je ne savais pas au début à qui correspondait telle énergie ou telle pensée ou, ou telle énergie. Quoi, en fait. C'est ensuite, en acceptant mes perceptions, ça a commencé à s'apaiser. Et là, il y a une finesse de la compréhension qui est venue en fait. Ma clarté augmentait et elle augmente toujours aujourd'hui. Et là, je savais de qui venait telle énergie, à qui ça appartient telle émotion, à qui ça appartient telle pensée. Vous utilisez votre clairvoyance dans des ateliers collectifs et des soins en tant que thérapeute. Est-ce que vous pouvez nous parler des soins que vous proposez justement? En individuel, je demande à la personne ce pourquoi elle est venue me consulter. Ça peut être un désir qu'elle veut réaliser dans sa vie ou une problématique qu'elle a envie de régler. Euh, Souvent, on a un sentiment de blocage. Je tiens à dire sentiment parce que c'est notre sensation d'être bloqué qui fait qu'il y a un blocage. Mais si on n'a plus la sensation d'être bloqué, ben, on n'a plus ce blocage-là. Justement, je modifie la croyance ou la sensation pour que ça soit plus réel dans sa vie. Et pour qu'elle puisse vraiment avoir la sensation du coup d'avancer dans sa vie. Et de retrouver son pouvoir et de faire ce qu'elle veut dans sa vie. Ça, c'est en individuel. Et en groupe, c'est à peu près la même chose, sauf que en plus de l'énergie du groupe et des correspondances entre chaque individu,
il y a des résonances pardon, qui se font. À ce moment-là, on ne voit plus qu'on est vraiment seul et que nos problèmes qu'on croit traverser seuls dans la vie, on peut voir qu'en enlevant les barrières, les illusions de séparation, euh, le voisin d'à côté vit en fait à peu près la même chose que nous. C'est juste que nous cachons, de par honte ou par peur d'être jugés, nos sentiments, ce qu'on vit. Du coup, on se cache aux uns et aux autres ce qu'on traverse vraiment, et on a la sensation que l'autre, il est fort, qu'il vit aucune émotion et qu'il ne peut pas nous comprendre. Alors que si chacun, de son libre arbitre, pouvait enlever ses illusions, ses masques, on verrait qu'en fait, on est à peu près tous pareils, ou en tout cas, on a tous vécu des émotions similaires. Dans l'énergie du groupe, ben, il y a cette tombée de masques. Donc toujours selon le choix de la personne, c'est important que ce soit la personne qui choisit, c'est pas un forçage ou une obligation d'enlever les masques ou les verrous, puisqu'elle avait trouvé que ce moyen pour se protéger du monde. Quand je sens que c'est pas judicieux, je ne le révèle pas, ou je le révèle à la personne en privé, ou de toute façon je ressens si elle est prête ou pas que j'enlève le masque ou ce qui ne lui est pas nécessaire. Voilà. Et si je ressens que c'est judicieux, ben, je l'enlève afin qu'elle soit libérée et qu'elle puisse devenir vraiment qui elle est en fait. N'est-ce pas plutôt l'interprétation mentale de la sensation inconfortable que l'on ressent qui nous fait souffrir? Alors, je tiens à préciser deux notions qui est celle du conscient et de l'inconscient. Des fois, on va bloquer consciemment des événements qui nous arrivent dans notre vie euh, parce que ça nous procure une certaine souffrance, une certaine douleur qui est réelle puisque on la vit. Et on va se protéger et en fait soi-même créer le blocage pour ne pas ressentir les émotions dites désagréables. Toutefois, il y a l'inconscient où, avec la puissance de la vie, avec la spontanéité de la vie, un événement qui peut nous paraître euh, très surprenant, on va se protéger inconsciemment. Ça se passe dans l'enfance, de 0 à 7 ans. L'enfant, il n'a pas encore construit son mental ou même sa force physique et même spirituelle. Donc, son aura est très ouverte. Il est très perméable aux violences de la vie ou aux énergies très fortes qui peuvent se produire. Et du coup, inconsciemment, les seuls outils qu'il va trouver, ben, c'est de se protéger avec son corps, où ça va s'engrammer dans l'esprit, et il va mettre ça en attente pour le résoudre plus tard dans la vie. Le problème, c'est que si on ne va pas démêler ça dans la suite, en fait, ça risque de s'alourdir et après nous créer cette sensation de blocage, en fait. Mais c'est parce que inconsciemment, on a bloqué pour se protéger, tout simplement. Et après, ça se reproduit dans la vie adulte, en mode « Ah, j'ai un blocage pour parler en public, parce que dans un repas de famille, mon père m'a dit chut, tu es un enfant, ta parole n'a aucune valeur, laisse parler les adultes. » Vous dites être à l'aise avec la part d'ombre de tout être humain. Vous cherchez à la révéler à vos patients et qu'ils ne la cachent pas. C'est plutôt rare car on a tendance justement à vouloir effacer ses faiblesses et ses douleurs. Pourquoi selon vous est-il important d'accepter ces ombres intérieures? Et comment intervenez-vous de façon concrète sur ces zones d'ombre? Alors, au-delà de la notion du bien et du mal, en fait, une part d'ombre, c'est ce qui n'est pas vu ou ce qui ne veut pas être vu. En tant qu'humain, il y a des choses qui sont nécessaires de ne pas être vues ou qui ne sont pas forcément utiles d'être vues. Toutefois, il y a d'autres choses qui pouvaient des informations d'évolution qui sont cachées dans l'inconscient ou qui sont dites comme des pardons qui ont besoin d'être révélées afin qu'on puisse se libérer et se sentir mieux. Donc, des fois, il est nécessaire d'aller les voir. Et moi, j'accompagne les personnes à aller les voir, bien sûr, avec bienveillance et douceur, parce que là, je parle effectivement de pardon et à contrario de part de lumière. Bon, c'est des mots et ça reste une sorte de jugement. Et justement, pour aller voir ces pardons, il n'y a pas besoin de jugement. J'ai parlé de honte.
je, il pourrait être une part d'ombre, mais ce qui est caché derrière justement la honte, c'est le jugement. Le jugement peut être une part d'ombre en elle-même aussi. Dans la société ou le monde, bon, qui est aussi une perception de moi, de comment je vois les choses, on peut associer ce qui est part d'ombre comme les émotions dites qui sont négatives ou désagréables, comme la colère. Dans la société, c'est refuter cette émotion. La tristesse aussi. Dévoiler qu'à ce moment-là, on est triste, ça peut être vu comme faible, et donc jugé comme pardon. En fait, ce qui est pardon aussi, c'est ce qui est rejeté, ce qui est dit mal vu, et ce qui n'est pas accepté, en fait. Et à contrario, il y a les parts de lumière, en gros, c'est ce qui est vu, montré et accepté. Ben, moi, quand par exemple je travaille sur une personne, je ressens en fait ce qu'elle se dit à l'intérieur d'elle. Si la personne se dit à l'intérieur d'elle, j'y arriverai jamais, je ne suis pas digne d'amour, je suis nul, elle risque de faire l'espérance. L'espérance parce qu'elle y croit et elle le vit en plus parce que en fait, la vie qui est elle-même va lui renvoyer, ah tu crois ça, bah, tu es exaucé, je te rends. Ok, tu es nul. Voilà. Sauf que il y a un truc magique derrière. C'est comme j'ai dit, on vit dans un monde relatif où tout et son contraire existent en même temps. Des fois, en fait, il y a la balance du entre guillemets négatif, je suis nul, qui aura besoin d'être équilibrée à nouveau, et une part d'elle qui va être à l'intérieur ou mise à l'extérieur. Quelqu'un va lui dire à l'extérieur, mais t'es pas nul, d'où ça sort ça. Cette personne va la rééquilibrer. Êtes-vous déjà parvenu, selon vous, à ôter définitivement une souffrance à un individu? Et si oui, comment? Alors, je tiens à préciser déjà que c'est la personne qui se guérit elle-même, et que, en gros, si c'est elle qui se soigne. Moi, je suis comme un canal qui, on pourrait dire, un transitor qui accélère ou amplifie la guérison, ou comme un miroir, l'autre se voit à travers moi, et moi aussi je me vois à travers elle, et on s'entraide, et on se guérit en fait, l'un et l'autre. Et je peux raconter une expérience qui m'est vraiment arrivée. C'était un jour où je travaillais à l'époque dans le commerce. Une femme m'avait appelé en pleurs, en tristesse et aussi en panique en fait, parce qu'elle avait vécu la mort d'une personne qu'elle estimait proche d'elle. Le soir même, je suis allé la voir. Quand j'ai eu affaire à cette personne, euh, je ne savais pas en fait quoi faire. Mais elle me demandait vraiment de l'aide et je suis quand même allé la voir. Je me suis mis en face d'elle, on s'est assis. Et moi, dans mes consultations, que ce soit en individuel ou en groupe, j'utilise entre guillemets des techniques pour guérir les personnes. À ce moment-là, je me disais que mes techniques ne pouvaient pas apaiser ou réparer la personne qui vient de vivre, il n'y a même pas quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus, une mort. Il n'y a pas vraiment de mots qu'on peut utiliser pour guérir la personne. En fait, il y a à vivre juste comment on appelle ça, les émotions, la mort face aux mots. Donc je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai demandé à là-haut. Bon, ce que j'appelle là-haut, c'est des consciences supérieures à celles de l'être humain, ou des intelligences qui sont en présence pour nous aider, en fait, à ceux qui veulent. Et moi, en fait, je travaille aussi donc avec les anges ou d'autres consciences intelligentes. Et à ce moment-là, je leur demande qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas quoi faire, je suis en panique. J'ai au fond de moi un peu peur. Je me dis, mais parce que la personne, en fait, aussi, elle voulait se suicider, tellement qu'elle avait mal. Et à ce moment-là, en fait, ils me disent, juste laisse faire. Et là, en fait, il y a de l'énergie qui monte de la terre jusqu'en moi. En haut, ça montait en fait. Ça partait des pieds, après ça montait aux jambes. Je commençais à vibrer,
et je ne savais jusque tout mon corps et jusqu'à là-haut. Et je comprenais pas pourquoi je commençais à pleurer, comme là maintenant. Là, je sais un peu aujourd'hui pourquoi je pleure. Au-delà de la carence, j'ai aussi le don de médiumnité. Et dès que je fais affaire au monde des morts ou de l'au-delà, il m'arrive plein de choses. Et ce genre de choses, je commence à pleurer, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu que même quand j'aidais les gens en rapport avec les défunts, souvent je pleurais ou il y avait des hautes vibrations qui se passaient. Et là, en fait, ça se reproduit. Il n'y a pas besoin de tout le temps savoir le pourquoi, juste vivre les choses. Et en fait, c'est ce qui s'est passé lorsque j'avais cette personne en face de moi, avec l'aide de là-haut, qui m'ont dit juste se laisse faire. J'ai commencé à sentir des vibrations très fortes et à pleurer. Alors que moi, c'est pas moi qui avais vécu euh, la mort de cette personne, en fait, de la personne morte. Et la personne s'est mise aussi à pleurer. Quand je l'ai eu au téléphone, elle pleurait. Mais quand j'étais en face d'elle, elle était triste, il y avait comme eu des larmes qui avaient coulé. Mais elle avait continué, elle avait arrêté de pleurer. Et quand je me suis mis à pleurer, elle s'est mise aussi à pleurer. Et on a vécu le moment. Et quand ça s'est fini, moi je sentais l'énergie comme partir. En fait, la charge énergétique de la douleur je sais pas, partait en fait. Et après, je lui ai demandé en fait comment ça va. Et elle me dit, ah, genre, elle se sentait super bien. Je sais pas du coup si elle a guéri totalement, mais sans moi, elle se sentait bien. Et je l'ai revue plus tard, elle m'a jamais reparlé du fait qu'elle avait mal de la mort de la personne. En fait. En séance, vous utilisez la force des mots. Vous dites que les mots ont une énergie qui agit sur nous à des degrés subtils. Vous vous servez notamment de l'étymologie des mots. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de mots que nous pourrions utiliser au quotidien et de façon beaucoup plus consciente et agissante pour notre mieux-être? Alors moi déjà, je vais vous définir ce qui est les mots pour moi, ou un mot. En fait, c'est une vibration à la base, c'est une énergie. Et donc quand on prononce un mot, que ça soit à voix haute ou dans notre tête, en fait, ça met en action, en mouvement, d'autres énergies en fait. Et nous qui sommes faits d'énergie ainsi que ce monde, tout se met en réverbération. Parce qu'en fait, c'est comme si on vivait dans un monde d'océan d'énergie. D'où le monde, en fait, le mot monde vient du mot onde. Et on vit dans un monde fait d'ondes et de vibrations, d'énergie. Et quand on emploie des mots, selon l'intensité à laquelle on le prononce, selon la conviction qu'on y met dedans ou la croyance, ça va amplifier sa force ou l'amoindrir. Et en gros, si moi je ne crois pas par exemple aux démons, je ne vais pas en parler avec force ou conviction. Je vais dire, ouais, il n'y aura pas la même énergie que, ah, je crois aux extraterrestres. Ah oui, mais je te dis, il y a des extraterrestres, il y a des soucoupes volantes. Hein. C'est juste qu'elles sont dans d'autres dimensions. Nous, on ne les voit pas, mais ceux qui ont l'ouverture d'esprit, peut-être, ils pourront les voir. Mais voilà, à contrario, si je ne crois pas aux extraterrestres ou aux démons, je vais lâcher très vite l'affaire. On va sentir dans l'énergie, il y a une baisse de l'intérêt et aussi de l'intention. Dans les mots, il y a l'énergie qui est comme un carburant, mais aussi ce qu'on on met dedans. Et ça crée une force chez l'un ou l'autre. Donc j'ai parlé des mots qu'on prononce à haute voix, mais aussi les mots qu'on garde en nous, en fait, ce que j'appelle le dialogue intérieur. Et qui, lui, en fait, crée notre vie aussi. C'est comme si notre vie, c'était un film. Et le script, en fait, c'est le dialogue intérieur. Et si la personne se dit à l'intérieur d'elle, j'y arriverai jamais, je ne suis pas digne d'amour, je suis nul, elle risque de faire l'espérance. L'espérance parce qu'elle y croit et moi, dans mon travail, en gros, je montre à la personne là où c'est faux, quoi, pour montrer là où c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est en fait, j'essaie de réaligner les personnes. C'est pas que j'essaie, bon, je le fais, c'est la personne qui le fait elle-même. Mais c'est par ma résonance avec les mots et le fait que je les entende, euh, ou je ressens, ou que je vois aussi. Qu'est-ce qui évoque pour vous l'amour inconditionnel? J'étais en recherche de cet amour inconditionnel en tant qu'humain. Donc, de par mes relations
qu'elles soient intimes ou amicales, euh, d'essayer de, pas de tester, mais de voir si ça existe vraiment. Mais comme je ne le vivais pas, j'ai utilisé mon mental aussi, mon observation de la vie, puis avec la communication avec là-haut, bon, j'ai la chance de pouvoir les entendre aussi, les écouter, et ils m'ont informé qu'en gros, l'amour inconditionnel existait. Ils m'ont dit qu'en fait, l'univers lui-même, qui est pour moi une intelligence en fait, est dans l'amour déjà inconditionnel. C'est-à-dire qu'il accueille et il accepte les bons comme les mauvais. Bah, l'univers n'a pas ce genre de truc. Ne pense pas comme un humain. La preuve, il y a des tueurs qui continuent à vivre. Il y en a même, ils sont sans jugement en fait. J'allais dire, ils sont décorés pour ça, en allant à la guerre. On est sur une planète où on a vraiment le libre arbitre. Et pour moi, la notion d'amour, et donc aussi inconditionnel, est reliée avec cette notion de liberté, d'être qui on est. Et pour moi, la notion d'amour inconditionnel aussi est reliée au don, mais sans attente. Il n'y a pas cette notion de jugement en fait. C'est l'être humain en fait qui juge lui-même, les autres. Mais le soleil ou on va dire, ils n'ont pas le pouvoir de parole, la capacité de parler. Mais si, en fait, pour moi, tout parle. Et c'est des histoires de fréquences. Et si on prête l'oreille, on peut entendre que les plantes nous parlent. Il suffit, entre guillemets, d'aller sur leur fréquence. Le soleil nous parle, tout l'univers nous parle. Et lui, en fait, ce qui est bien avec l'univers, c'est qu'il va essayer d'adapter son langage, sa communication à la nôtre, en fait. Vous définissez la matière comme étant de l'énergie. Pourquoi? Et effectivement, pour moi, bon, c'est pas moi forcément qui le dit, mais la matière, c'est de l'énergie condensée. C'est ce qu'ils nous ont appris à l'école dans nos cours de physique-chimie. Mais je suis d'accord avec ça et je le ressens. Avec les moyens technologiques, ils ont pu voir que, en observant la matière, au niveau microscopique, qu'en gros, c'est des particules d'énergie avec voilà, des neutrons et des protons qui tournent autour d'un noyau. Et selon la vibration, la fréquence selon la vitesse pardon, à laquelle les protons et neutrons gravitent autour du noyau, en fait, ça a donné une forme. En fait, plus c'est rapide et plus moins ça va être visible et moins ça va être dense, ça va être plus subtil. Et plus la vitesse entre les particules d'énergie autour du noyau sont lentes, et plus c'est visible. Même, je pourrais dire à l'œil nu, c'est-à-dire, là c'est de l'énergie, mais ça va vivre tellement à une fréquence plus basse que, par exemple, des énergies comme les anges. Les anges, on ne les voit pas parce qu'ils vibrent à une trop grande fréquence. Il faudra augmenter sa vision, sa fréquence pour les voir. Mais nous, en tant qu'humains, en fait, on arrive à voir la matière, l'énergie qui est là, parce qu'on est fait de la même fréquence à peu près. Vous dites pouvoir utiliser vos sens de façon inversée, mais comment cela se manifeste-t-il? Oui, alors ça s'appelle de la synesthésie. En gros, ça peut arriver en fait pour tout le monde. Après, il y en a, ils naissent avec ça pour X raisons. Souvent, ça a été voulu à un niveau plus haut pour expérimenter de telle manière tel vécu ou tel sens. Et moi, en fait, ça s'est développé aussi en fait, avec mes perceptions. En fait, j'avais sûrement déjà ça très petit, mais c'est juste que j'ai mis en conscience ces voies de perception. On va parler de la vue pour voir des images. On va parler de l'audition pour entendre des sons. Et en fait, la synesthésie, c'est, pour moi, en fait, c'est voir des sons, par exemple, justement, entendre des odeurs. C'est comme les sens sont inversés. Ils passent par d'autres conduits, mais ils vont donner des fois un autre résultat. Mais ça, en fait, c'est quand on commence à dépasser la notion de séparation, on voit que tout est relié. Et en fait, c'est pas ce mélange. Oui et non, mais il n'y a plus de voix. Il n'y a plus besoin de se dire ah, je vais passer par cette voie pour comprendre ça. C'est quand on est ouvert, on peut voir qu'on peut passer par n'importe quelle voie pour comprendre ou pour arriver à tel résultat. Et moi, avec mes développements de perception, j'ai pu voir que quand je suis ouvert, j'ai les informations qui me passent par le conduit de l'audition, après par le ressenti. Et des fois, il m'indique des choses, voilà, une image, alors que c'est le son qui me l'a dit en fait. Vous parlez de création, d'imagination. En plus d'être thérapeute, vous êtes dessinateur de BD. Voyez-vous un lien entre vos intuitions et le dessin?
qui est un acte a priori purement technique. Parce qu'effectivement, on va dire que l'art visuel ou d'autres arts, hein, mais là on parle du dessin, est très relié justement à l'imagination, à l'image, donc d'où le mot art visuel ou dessin. Et en fait, ce qui est bien avec le dessin, et comme d'autres arts, et ça m'a beaucoup aidé pour mes perceptions aussi, on situe l'imagination plus vers le haut. Tout ce qui est l'ordre des idées, de ce qu'on dit immatériel. Et quand on dessine, en fait, c'est comme si l'information, on parle d'inspiration aussi, donc l'information ou l'énergie qu'on perçoit, qu'on ressent ou qu'on visualise, qu'on imagine, descend par notre fontanelle, par notre chakra numéro 7, mais il n'y a pas besoin de parler forcément des chakras, par notre cerveau tout simplement. Le cerveau envoie le signal, il transporte l'image qu'on perçoit dans nos conduits énergétiques et passe par nos mains, donc il y a le mot matérialisation, et les mains, en fait, il y a un peu un lien avec... ce qui est bien, c'est que la main, elle est concrète, et les idées, elles sont moins concrètes. Et le fait que ça passe par la matière, on matérialise. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut transcrire de l'immatériel vers le matériel, jusqu'à le concrétiser. Et moi, en fait, ça m'a aidé à gagner en attention, en présence, en concentration. Mais tout art fait ça, en fait. Ça nous met dans le moment présent où toutes les informations sont contenues. Quand vous parlez de puiser dans ses sens, vous évoquez l'imagination aussi. Mais l'imagination, c'est éthéré, c'est non concret. Vous imaginez que vous êtes dans un couloir, il fait noir un peu, où il y a une sorte de pénombre, un clair-obscur, une petite lumière, où vous ne voyez pas grand-chose. Et là apparaît apparaît un ours, mais il y a un ours qui est là. Ça paraît loufoque, mais il y a un ours. En fait, le fait juste de croire qu'il y a un ours, ou d'imaginer qu'il y a un ours, vous aurez qui vous attaque, vous aurez la sensation d'avoir peur. En fait, le fait d'imaginer ou de croire nous donne des sensations en nous-mêmes. Là, j'ai donné un genre d'exemple négatif, mais on peut le mettre en positif. J'ai envie de jouer avec ça, vite fait. Vous pouvez imaginer des gens qui vous aiment, que vous aimez, vous faire des bisous sur la joue. Juste le fait d'imaginer, en fait, il y a la sensation qui se crée. Et là, vous sentez des bisous sur votre joue. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie? Voilà, moi, ce qui me rend heureux, qui m'a rendu heureux, mais qui me rend heureux toujours aujourd'hui dans mon présent, il y a ma présence et aussi la clairvoyance.